Renaud Maric, auteur, écrivain évoluant dans le domaine du roman adulte et du roman jeunesse avec une coloration polar. On est aux marges du polar, on est dans l'un de ces domaines du roman noir qui est le polar légendaire pour mes romans adultes. Alors, polar légendaire, euh, des intrigues contemporaines prenant pour base des lieux, des personnages légendaires, avec le but que le lecteur découvre à travers la trame romanesque, découvre la légende ayant servi à baser l'intrigue. Et puis pour ma collection jeunesse, ma série jeunesse, les lutins urbains. Que seraient devenus les lutins que l'on connaît tous, les fameux corrigans? Que seraient-ils devenus aujourd'hui plongés dans notre modernité? Et en fil rouge, un jeune policier, Gustave, qui va s'apercevoir du retour de la présence de ces créatures parmi nous et qui, livre après livre, va enquêter sur un nouveau lutin. Alors moi, ce qui m'intéresse dans le légendaire, il s'agit de la fonction sociale de ces récits. Pourquoi les gens, jadis, racontaient-ils ces histoires? On peut y voir bien sûr un amas de superstitions anciennes. Je crois que c'est beaucoup plus compliqué, beaucoup plus intéressant que ça. Les histoires de Corrigan, les histoires de lutins bretons, par exemple, étaient souvent là pour pouvoir dire tout haut ce que l'on pensait tout bas, mais que l'on n'aurait pas pu forcément exprimer. On se rappelle que ces Corrigans s'en prenaient aux humains, leur jouant les tours les plus pendables, mais en creusant un petit peu, on s'aperçoit qu'ils ne s'en prenaient pas à n'importe quels humains. Qu'ils s'en prenaient aux cupides, aux avaricieux, n'épargnant pas même les puissants. Et on comprend qu'à travers ces récits, eh bien, les Corrigans étaient là pour montrer en miroir la nature humaine et pour montrer aux humains à quel point ceux-ci peuvent être parfois bêtes et méchants. Alors, évidemment, on va faire un parallèle avec les fables, qu'elles soient d'Ésope ou de La Fontaine, qui avaient ce même but de stigmatiser des personnages peu reluisants, et ce, à travers la forme de la fable. On remarquera que les fables ont accédé au rang de classiques, puisqu'elles se sont transmises par l'écrit. Le légendaire, en particulier le légendaire breton, le folklore breton, lui se transmettait par le biais de la tradition, par le biais de la tradition orale, et donc n'a pas accédé, ces récits n'ont pas accédé au rang de classiques comme les fables, bien que pourtant il n'ait pas grand-chose à leur envier. Oui, le but est bien sûr de prendre cette matière folklorique et puis de la retravailler, non pas pour la remettre au goût du jour, j'en respecte toujours l'esprit, mais pour essayer d'utiliser à nouveau aujourd'hui cette façon d'exprimer un certain nombre d'idées à travers des créatures fabuleuses. On a parlé des lutins urbains, de mes lutins urbains, des créatures fabuleuses qui sont donc là pour nous faire réfléchir. Alors nous faire réfléchir quand on est dans le domaine de la littérature jeunesse avec les lutins urbains, on va bien entendu faire en sorte que le jeune lecteur s'amuse, que le jeune lecteur fasse travailler son imagination, mais si on peut faire aussi travailler un petit peu sa réflexion, ce n'est pas plus mal. Et on va voir ainsi mes lutins urbains pointer du doigt la surconsommation, notre rapport aux tout-technologies, et puis même notre rapport à l'altérité, à la différence, puisque j'ai tenu à montrer qu'il existait des lutins noirs. Alors pourquoi des lutins noirs? Parce qu'un jour, au salon du livre jeunesse de Montreuil, un jeune garçon qui était noir m'a posé cette question, mais pourquoi les lutins dans les livres sont-ils toujours blancs? Pourquoi n'y a-t-il pas de lutins noirs? Ce qui m'a amené à me pencher sur le folklore africain et à découvrir par exemple les Kokolampo de Madagascar,
des lutins qui n'ont absolument rien à envier à nos Korrigans. Ils ont les mêmes habitudes, ils pratiquent les mêmes métamorphoses, se transformant en divers animaux. C'est l'occasion de constater que quelle que soit la latitude, quelle que soit la couleur de la peau, eh bien, l'homme est l'homme et son imaginaire est assez similaire. Voilà donc quelques notions qu'une littérature jeunesse telle que je la pratique peut faire passer. Le dernier tome des lutins urbains, le Péril Grumpf, va mettre en scène un enfant très important. C'est le fils d'un chef d'État en visite dans notre pays. Et cet enfant va être victime d'un mauvais coup des lutins, puisque l'un des personnages évoluant dans l'univers des lutins urbains a pour habitude de dérober les jouets préférés des enfants. Alors il faut savoir que ça, c'est une croyance qui se retrouve dans de très nombreux pays, y compris en Scandinavie, avec des personnages qui dérobent comme ça, juste avant Noël, les jouets préférés des enfants. Et dans mon histoire, eh bien, évidemment, la chose va provoquer un énorme scandale. Et on va charger mon héros, Gustave, donc l'enquêteur, fil rouge de la série Les Lutins Urbains, on va le charger de courir après les lutins pour essayer de récupérer donc ce jouet, le jouet de cet enfant VIP. Pas de chance pour Gustave, il faut savoir que l'une des créatures après lesquelles il court a un étrange pouvoir, c'est celui de modifier la réalité. La créature s'appelle le Grumpf et il agit à la façon des enfants. On dirait qu'on serait des pirates, on dirait qu'on serait ceci ou cela. Sauf que dans son cas, eh bien, il a le pouvoir de modifier véritablement la réalité. On dirait qu'on serait des chevaliers et hop, nous voici au temps des chevaliers. Le quatrième tome, un cinquième bientôt en préparation. Alors la série des lutins urbains fait appel à un illustrateur. On reste dans le domaine du roman, donc dans ce qu'on appelle le roman illustré, ce qui veut dire une douzaine d'illustrations par tome. Pourquoi? Eh bien parce que cela permet de poser les personnages, de montrer l'aspect des personnages. Moi, en tant qu'écrivain, cela m'évite de trop longues descriptions, donc on va avoir un style plus dynamique. Et puis pour l'enfant, souvent, il est important de pouvoir visionner les personnages dont il est question. Et dans la série, on le doit au talent de Godot, mon illustrateur, qui est quelqu'un avec qui je travaille d'une façon très particulière, puisque Godot lit mes textes, fait un croquis, ce croquis m'est soumis, je rectifie le croquis. Nous sommes donc sur un deuxième croquis qui bien souvent va être rectifié à nouveau. Et on va arriver comme ça, de croquis en croquis, on peut monter jusqu'à 9 croquis. On va arriver comme ça à une illustration qui correspond très exactement au personnage que j'ai créé. Alors peut-être une précision, c'est la chance qui est la mienne de travailler dans le domaine de la moyenne édition, donc chez un éditeur, Petit Louis à Rennes, qui permet ce travail de création, sachant que dans une grande maison, je n'aurais pas voix au chapitre sur cette question des illustrations, et surtout, je ne pourrais pas demander, exiger que les illustrations corroborent parfaitement mes écrits. Concernant la littérature adulte, donc la collection Polar et Grimoire aux éditions Terre de Brume, Polar et Grimoire, tout est dit. Donc des enquêtes de type policier. Pourquoi de type? Parce que on ne va pas avoir ici un affrontement entre flics et truands. On va avoir un personnage d'enquêteur qui peut être un policier, mais qui peut également être un journaliste, une étudiante. Et dans cette collection, l'intrigue va toujours être en relation avec un lieu légendaire comme la forêt de Brocéliande, la ville d'Is, la fameuse Atlantide bretonne qui serait engloutie au large du Finistère, en relation donc avec un lieu légendaire ou des personnages légendaires. Et là, bien sûr, les Korrigans, les lutins bretons, mais aussi la Dame Blanche, la fameuse Dame Blanche qui arrêterait le soir les automobilistes au bord des routes. Et à travers ces intrigues, on va
tout apprendre, c'est en tout cas mon souhait, c'est le but de la collection Polar et Grimoire, on va tout apprendre de la légende ayant servi à baser l'intrigue. Quand je dis tout apprendre, cela veut dire qu'il y a un énorme travail de documentation qui va être fait sur chaque lieu légendaire, sur chaque personnage légendaire. Et pour cela, eh bien, je suis allé chercher dans les écrits de ce qu'on appelle les folkloristes, ces érudits qui, à la fin du 19e, ont parcouru les campagnes pour noter, pour transcrire la tradition orale bretonne, tradition qui, sans cela, se serait sans doute totalement perdue. Alors quand je parle de ces folkloristes, il faut citer des gens comme Luzel, comme Anatole Lebras et tant d'autres, mais à qui nous devons aujourd'hui de connaître ces récits légendaires tels qu'ils se colportaient il y a encore un siècle et demi. Nous sommes en Bretagne, région où je suis né, région où j'ai toujours vécu. Ceci expliquant cela, puisque dans mon enfance, dans les années 70, on pouvait encore entendre des récits du légendaire breton. Et quand je dis entendre, ce n'est pas la bouche de conteurs. Il y a aujourd'hui beaucoup de gens qui font profession de conteurs. Dans les années 70, ils étaient fort peu nombreux. Et quand j'ai entendu parler pour la première fois de l'Ankou, par exemple, ce personnage qui est l'ouvrier de la mort, qui est chargé de collecter dans une vieille charrette aux essieux grinçants les âmes des morts tout au long de l'année, pour les faire passer, bien entendu, vers l'au-delà, eh bien, quand j'ai entendu parler pour la première fois de l'Ankou, alors que j'avais une dizaine d'années, c'était de la part de gens qui nourrissaient encore cette croyance, qui partageaient encore cette croyance. Et de même, nous parlions des Korrigans, des lutins bretons. Il faut savoir que si, quand j'étais enfant, on ne racontait plus d'histoire de Korrigans au sens où quelqu'un aurait aperçu l'un de ces lutins, bien entendu, on racontait encore ces récits de personnes rentrant chez elles le soir, traversant un champ dont elles ne trouvaient jamais la sortie, et qui auraient, comme cela, tourné jusqu'à l'aube avant de enfin trouver la sortie du champ qu'elles connaissaient pourtant parfaitement. Il faut savoir que ce tour joué aux humains était une spécialité des Korrigans, que l'on apercevait d'ailleurs très souvent à l'entrée du champ ou à cheval sur la barrière du champ. Donc voilà, des récits qui avaient encore une, si ce n'est une présence, mais une vivacité dans les années 70. Alors les folkloristes, qu'ils soient bretons ou autres, étaient bien souvent des érudits, de fins lettrés, des gens qui avaient le goût d'écrire, et ces personnages ont rédigé des livres qui sont en fait des collections de légendes. On appelle les folkloristes aussi les collecteurs. Alors l'exemple le plus célèbre, Anatole Lebras et sa fameuse légende de la mort. Donc voilà un professeur de lettres qui à la fin du 19e et au début du 20e, se met à battre la campagne et à recueillir l'ensemble des récits en Bretagne ayant trait à la mort, qu'il s'agisse des signes annonciateurs de la mort, qu'il s'agisse des revenants, et qui va comme ça, à travers ses écrits, nous donner un témoignage absolument irremplaçable de ce folklore, de ces légendes. Anatole Lebras était loin d'être le seul. On pourrait citer René-François Lemaine, qui fut le premier conservateur du musée de Quimper et qui, en tant qu'archiviste, lui-même se passionna pour un certain nombre de récits, dont les récits de lutins. René-François Lemaine nous dit que les légendes de lutins étaient les légendes les plus populaires en Bretagne. Et voilà que grâce à lui, grâce à ses écrits, nous savons tout des lutins bretons. Alors bien sûr, ces écrits ont été publiés, republiés, ils sont moins en vogue aujourd'hui qu'il y a encore quelques années, donc un travail de documentation classique qui consiste à se déplacer dans les archives, dans les bibliothèques,
Pour l'instant, c'est encore possible. Dans la série Les Lutins urbains, donc un fil rouge, un jeune enquêteur, Gustave Flickman. Alors Gustave, c'est un grand rêveur, c'est quelqu'un qui s'est engagé dans la police très jeune. Il a 16 ans, il est adjoint de sécurité et il a pensé s'engager dans la police pour servir son prochain, pour courir après les malfaiteurs. Et voilà qu'il se retrouve à courir après les lutins. Pourquoi? Parce qu'en tant que grand rêveur, Gustave a cet étrange pouvoir de voir ce que les autres ne voient pas. Alors il faut dire que dans la série les lutins urbains, plus l'on croit à une créature, plus la créature apparaît. Donc nous allons avoir une brigade de répression de l'onirisme qui va être là pour essayer de faire baisser la croyance dans les lutins urbains, qui est jugée extrêmement négative. Et puis nous allons avoir également une université d'onirie où là, les lutins urbains, évidemment, vont trouver refuge. Gustave a passé jusqu'ici 4 tomes à courir après les lutins urbains, après les lutins des villes. Il était logique qu'il rencontre aussi les lutins des champs. Et c'est ce qui va se passer dans le 5e tome, puisque dans le 5e tome, nous allons voir les lutins urbains débarquer en Bretagne. Et ce 5e tome s'intitule Corrigan et Grosse Galette, puisque les lutins urbains viennent demander l'aide de leurs cousins les Corrigans, car ils sont pourchassés par cette fameuse brigade de répression de l'onirisme et qu'ils doivent dénicher en Bretagne un talisman qui les protégera de la dite brigade. Voilà donc ce qui attend Gustave. Et quand on connaît ses malheurs avec les lutins urbains, on n'a pas de peine à imaginer ce qu'il attend avec les Corrigans. Et puis un mot de L'assassin habite dans le 29. Alors derrière ce titre, un collectif d'auteurs, de romans policiers, de romans noirs, qui va proposer dans les mois à venir un salon du roman policier itinérant en cela qu'il va se déplacer de commune en commune, proposant chaque fois la rencontre avec plus d'une vingtaine d'auteurs de polars, de romans noirs, dans des genres extrêmement divers, hein, du roman le plus classique au roman policier historique, en passant par le régional, par le roman policier jeunesse me concernant. Et puis une première date, le 6 mai prochain, à Locronan, pour cette première édition de L'assassin habite dans le 29, allusion, on l'aura compris, au célèbre roman et à son adaptation cinématographique, L'assassin habite au 21. Et puis pour ceux que pourrait intéresser l'actualité de L'assassin habite dans le 29, une page Facebook éponyme, bien entendu, et puis des dates qui vont concerner les prochains mois, donc dans le Finistère. On devrait nous retrouver notamment du côté d'Audierne fin juillet, et puis également à Bénodet fin août. Une manifestation en tout cas qui a vocation à se déplacer du nord au sud sur l'ensemble du département. Alors l'originalité de L'assassin habite dans le 29, c'est qu'il s'agit d'un collectif d'auteurs, donc des auteurs qui sont tous soit finistériens d'origine ou d'adoption, et des auteurs qui se sont regroupés pour rencontrer leurs lecteurs, donc une initiative qui participe un petit peu du circuit court en matière de littérature, des auteurs locaux, bien souvent édités chez des éditeurs régionaux et qui vont venir localement au plus près de leurs lecteurs.